un enfant qui grandit à Bondy, qui se rend compte au fur et à mesure des années, par une ville aussi où on commençait à être à la fin de beaucoup de choses. Donc historiquement, c'est une ville socialiste, mais j'essaie de trouver un espace. Et en fait, il n'y avait pas de groupe de jeunes organisés, il n'y avait pas d'espace d'éducation populaire. Les maisons de quartier, on était plutôt sur la fin. Et donc, je me cherchais aussi, c'est-à-dire un espace voilà, où j'avais envie. Et donc, aussi, à ces années-là, aussi à participer aux manifestations contre l'islamophobie, contre les violences policières. Et avant tout des questions d'égalité. On a, juste en Ile-de-France, plus de 940 000 demandeurs. Et on sait qu'il y a plein de gens qui n'ont pas leur dossier SNE de demande de logement. La situation est criante sur l'effet directement sur Bondy. Nous, dans nos propositions qu'on a, déjà, on a un grand plan d'urgence sur 18 mois, en arrivant dès le début du mandat, de réhabilitation des logements. La deuxième chose que nous, on propose aussi, c'est que durant la mandature, évidemment, parce que nous, on défend le logement social, et on est pour en construire, c'est pas pour nous un gros mot, parce qu'il y a une demande qui est là. On est aussi dans cette situation parce que dans les villes de droite, les amis de mon maire actuel, on ne construit pas de logements sociaux. On voit aussi la campagne du candidat socialiste et du maire actuel. C'est une campagne où on essaie de tout dépolitiser. On regarde par exemple leurs flyers, c'est rare de trouver un logo dessus. Mais il faut assumer, moi j'assume mes idées. Je dis que je suis membre de la France Insoumise, on a un programme local, national. Ils ont peur de leur bilan. On a des partenaires. Nous, on assume ce qu'on est. Et il y a plein de gens qui sont dégoûtés de la politique. Mais du fait de ces raisons-là, parce qu'on essaye... parce qu'on se moque à ce point d'eux, sur les derniers événements, et à quel point notre mouvement est attaqué. Notamment Jean-Luc Mélenchon fait tout, c'est-à-dire pour l'éliminer du jeu, avec des méthodes lamentables. Mais ça ne provoque pas... ce que ces grands médias, tenus notamment par l'extrême droite, souhaitent, et des fois aussi des gens qui se revendiquent notre camp politique. C'est vraiment dommageable de voir certains élus nationaux socialistes, même chez les Verts. Je pense qu'on n'est pas face au niveau où on doit être dans la période, et comme ça a été dit à Lyon il y a quelques jours de ça, en fait, il y a deux côtés dans une barricade. Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Insoumission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mehmet Özgüner sur le plateau de l'Insoumission. Merci d'avoir accepté l'invitation, Mehmet. Bonjour Sylvain, merci à toi et merci à l'Insoumission pour cette invitation. Avec plaisir. Et depuis des mois, du coup, tu mènes campagne pour gagner la mairie de Bondy avec ta liste Être Bondy. Et pour commencer cet entretien, j'aimerais que tu reviennes pour nous sur comment a commencé ton engagement politique, quel a été ton parcours, jusqu'à devenir aujourd'hui tête de liste insoumise. Bien sûr, il y a avant tout l'histoire familiale. Hein. Moi, mes parents, ils viennent de l'exil, donc mes parents sont kurdes, donc ils sont venus dans les années 95 en France et rapidement à Bondy. Et donc moi en 99, je suis né. Et donc toute une enfance à Bondy, à travers la scolarité. On a déménagé dans la ville quand j'avais 10 ans. Et bon, arrivent les âges 14, 15, 16 ans, on se pose toutes les questions que se posent des jeunes. Et notamment, c'était mes années de lycée. Il y avait, moi dans mon lycée, le collège lycée Jean Renoir, il y avait une convention avec l'école Sciences Po. Et donc, je me suis retrouvé en terminale où mes professeurs m'avaient inscrit d'office. Et je me suis retrouvé sur une année présidentielle, celle de 2017, à travailler sur un dossier de presse. Donc, j'avais travaillé sur la gauche et Jean-Luc Mélenchon. Bon sujet. Cette fameuse campagne. Donc, une année au lycée, notamment en terminale, où on commence à analyser des choses. C'est-à-dire, on n'a pas d'infirmière dans l'école, on a des professeurs qui ne sont pas remplacés, alors que c'est l'année du bac. On a tout le stress des vœux pour la suite, et on t'apprend qu'à Bondy, un enfant de Bondy, entre la petite section et la terminale, perd en moyenne, du fait des professeurs non remplacés, une année d'études. Donc on commence à te mettre des mots. Donc déjà, avant tout, un engagement au lycée, donc des rassemblements. Tout ça aussi lié à l'histoire de mes parents, où j'ai une maman qui a travaillé de longues années, en faisant le ménage. Et donc, il nous a après élevés, que ce soit moi, mon petit frère et ma petite sœur, et mon papa qui est toujours carreleur. Donc, et j'ai eu la chance, durant quelques petites vacances scolaires, où mon père m'a ramené 2-3 fois au chantier. Et il m'expliquait un peu la passion de son métier, mais en me montrant et qu'il trouvait ça, c'est de l'art. Et un échange aussi avec mon père un jour, qui me fait part, écoute, pour nous... moi, je suis quelqu'un de passionné par mon métier. Il en parle comme si... il dit, moi, c'est de l'art ce que je fais, c'est ce que je sais faire de mieux.
Il me dit, je te laisserai faire ce que tu veux de ta vie, mais le plus important, c'est qu'il faut que tu comprennes voilà, d'où on vient et que on ne s'est pas retrouvé à Bondy pour rien, que quand on est arrivé, toutes les personnes qui nous ont aidés, un peu une histoire aussi voilà, locale, une histoire ouvrière, une histoire aussi avec des immigrations au fur et à mesure des années, et toute une enfance aussi à pratiquer du sport, à travers les associations. Et cette année de 2017, qui a été pour moi une année de bascule, il y avait aussi, quelques temps avant, il y avait les manifestations sur Paris par rapport à... On demandait la paix par rapport au combat qui se passait à Kobané. Et donc je rentrais chez moi, je voyais mes parents émus sans trop comprendre ce qui se passait. Et donc j'ai fait mes premières manifestations sur Paris pour la paix. Et une personnalité est venue prendre la parole, Jean-Luc Mélenchon. Et j'étais content de voir quelqu'un de connu prendre la cause des peuples opprimés. Et donc voilà, un fil conducteur sur des droits au lycée. Et ensuite, sur... Donc c'est à partir de là que tu as commencé vraiment à t'engager finalement dans la France insoumise, par Exactement. le combat pour les Kurdes. C'est de là, mais aussi une réalité de banlieusard, c'est-à-dire un enfant qui grandit à Bondy, qui se rend compte au fur et à mesure des années, par une ville aussi où on commençait à être à la fin de beaucoup de choses. Donc historiquement, c'est une ville socialiste, mais j'essaie de trouver un espace. Et en fait, il n'y avait pas de groupe de jeunes organisés, il n'y avait pas d'espace d'éducation populaire. Les maisons de quartier, on était plutôt sur la fin. Et donc, je me cherchais aussi, c'est-à-dire un espace où j'avais envie. Et donc, aussi, à ces années-là, aussi à participer aux manifestations contre l'islamophobie, contre les violences policières. Et avant tout des questions d'égalité, parce que quand on est un jeune de Seine-Saint-Denis et on grandit dans ces écoles-là, on sait toute la chance qu'on a, mais en même temps, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes. Et j'arrive à la fac, j'arrive à la grande université de Paris 8 à Saint-Denis, et là j'arrive. En plus j'étais en sciences politiques, donc les gens me regardent, me parlent de trotskisme, donc je comprenais rien. Et aussi tout un parcours à la faculté où naturellement tu te retrouves avec les tiens, c'est-à-dire des gens qui viennent de tes villes, qui ont un peu les mêmes centres d'intérêt. Et là je me rends compte aussi d'une autre réalité, la vie étudiante, et que vraiment des gens sont dans la galère, notamment des copains et des copines migrants qui étaient là, des exilés. Et là je fais aussi le lien, c'est-à-dire aussi avec l'histoire de mes parents. Et arrive le Covid, et là je participe aussi à de la solidarité dans ma ville, à travers des associations, notamment une qui a rassemblé beaucoup de jeunes de la ville. Donc on commence à faire des maraudes. Et arrive 2022, et là Aurélie Trouvé, une des députées de Bondy, me propose d'être son suppléant. Donc après avoir rejoint il y a quelques années de ça le groupe local insoumis, apporter des questions, je me retrouve sur une campagne assez particulière, celle de 2022. Donc on faisait campagne pour Aurélie Trouvé et Nadège Abo-Mongoli, parce qu'on a la chance d'avoir 2 députés insoumises, élus en 2024 au premier tour. Et donc ensuite, aussi tout un parcours où je termine mon master à l'IEP de Fontainebleau. Donc je fais mes allers-retours tous les matins et je reviens tous les soirs. 2h40 aller, 2h40 retour par jour. Et là, je vois aussi un autre fonctionnement. C'est-à-dire, je vais à Fontainebleau, un autre département, une autre réalité, une autre ville. Et là, je commence aussi à comprendre des choses, parce que je vois la différence avec ma ville, sur les moyens, je vois des villes construites autrement. Et tout ça avec des années aussi d'engagement. Moi, c'est notamment la question du logement social, où je travaille aujourd'hui. Donc moi, je travaille chez un bailleur du Val-de-Marne depuis maintenant plus d'1 an et demi. Et donc, j'ai aussi voulu lier, c'est-à-dire mon engagement, mes études, mais aussi ma vie professionnelle en défense des nôtres, c'est-à-dire des quartiers populaires, des habitants, des habitantes. Et donc, de défendre ce qu'il y a Tout ça t'a amené à faire candidature pour gagner cette ville et transformer socialement. Exactement. Et un cheminement qui arrive, et une ville en 2020 qui a basculé, qui était historiquement socialiste, donc qui a basculé à droite. Et disons que la droite, quand ils arrivent, eux, ils ne trahissent pas leurs promesses, quoi. Ils appliquent un programme dur pour plusieurs, pour l'essentiel, la grande majorité des habitantes et des habitants de Bondy. Et on le voit sur tous les secteurs. Donc c'est aussi des mois et des mois de lutte avec tous les camarades de la France Insoumise, Nadège Abo-Mongoli, Aurélie Trouvé, nos députés, des citoyennes et des citoyens, un cheminement. Et aujourd'hui, donc, on s'est lancé il y a quelques mois de ça dans cette aventure, allié aussi avec
nos partenaires du Parti communiste. Et aussi, on est dans la semaine où on a déposé notre liste. Félicitations. Merci. Où une moitié d'insoumises et d'insoumis, mais 30% de citoyennes et de citoyens qui sont là, qui partagent le programme, qui partagent les idées, les valeurs qu'on porte. Et évidemment, nos partenaires communistes, il y a aussi PEPS qui nous soutient, d'autres organisations. Mais donc voilà, cette aventure est arrivée aussi tout naturellement parce qu'avec nos camarades, notamment communistes, on se retrouvait dans toutes les luttes de la ville, en défense des agents et des agentes, pour défendre le service public dans la ville. C'est des sujets, pour nous, ça se fait très naturellement. Notre alliance aussi avec les camarades communistes, et surtout depuis une campagne très particulière et assez vivante, où pour un militant politique, c'est un moment de bonheur, parce qu'on parle de soi, on parle de comment on fait ville demain. Donc on est arrivé, on a déposé cette liste Être Bondy, avec le slogan Être Bondy, la force de tout changer. Donc voilà. Et tu as parlé des bailleurs du Val-de-Marne, Oui. donc tu as quand même une expertise sur toutes les questions autour du logement. On le sait, à Bondy, comme dans beaucoup de villes en France, il y a les loyers qui grimpent, il y a aussi l'arrivée du métro qui fait craindre une explosion encore supplémentaire des prix des logements. C'est quoi les propositions de Être Bondy pour faire face ? Moi, d'abord, sur mon expérience, c'est que effectivement, je travaille aujourd'hui dans le logement social, mais j'ai fait mes stages de fin d'études dans des collectivités. J'étais à Noisy-Sec, dans un service, à Bobigny, au cabinet du maire. Et c'est-à-dire, j'ai eu affaire aux bailleurs sociaux, mais de l'autre côté. C'est-à-dire à travers une municipalité. Et là, je suis dedans, c'est-à-dire au quotidien, dans le monde professionnel, dans mon métier. Mais avant tout, militant politique et qui défend une cause, c'est-à-dire le droit au logement. C'est quelque chose, pour moi, d'essentiel, et d'avoir un logement digne. Et effectivement, à Bondy, ça fait partie de ces villes de la première couronne, ou d'autres villes, par exemple, on peut citer Saint-Ouen, Pantin, des villes, Montreuil, d'autres villes qui ont déjà eu ces phénomènes de gentrification. Et nous, donc, l'arrivée de la ligne 15, qui doit être avant tout une très très bonne nouvelle, parce que des questions de mobilité, des questions d'accessibilité, des grandes questions qui sont posées aussi aux habitants des villes de la première couronne, en Ile-de-France. Mais ça a provoqué, depuis 2-3 ans, une explosion du prix du foncier, de plus de 15%. Et que fait la municipalité de droite, gérée par le maire Stéphane Hervé aujourd'hui ? Il y a un laisser-aller, c'est-à-dire on a aujourd'hui la ligne 15 qui arrive, notamment autour de la gare, où on a du foncier qui commence à être vendu à des promoteurs immobiliers, et une ville aussi, qui est très à part, où on a 3 grandes rénovations urbaines en cours. Et c'est-à-dire on voit aussi les premiers effets d'un accompagnement ou d'un non-accompagnement de la municipalité, où le taux de logements sociaux baisse drastiquement. Et quand les habitantes et les habitants, ils ont les fameux 3 choix, 3 propositions, on se rend compte, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une famille qui avait un 80 mètres carrés, un T4, qui payait 600-700 € à Bondy, dans un quartier Blanqui ou La Sablière, on leur propose un T4 ou un faux T4 avec 20 mètres carrés de moins et 200 € de plus. Qu'est-ce que ça provoque ? Aujourd'hui, vu la situation, les familles refusent ces propositions-là et se retrouvent dans des villes beaucoup plus lointaines. Ils sont chassés de la ville. C'est ça. Et moi, ce que je dis à chaque fois dans mes prises de parole en public devant les habitantes et les habitants, je raconte toujours une anecdote. Il y a une maman historique d'un quartier qui s'appelle La Sablière, qui est actuellement en rénovation urbaine. Elle m'a dit, qu'on avait commencé à avoir une mobilisation sur ces questions-là, elle me disait, mais en fait, moi, ça fait 40 ans que je vis ici. Même mes ennemis, ils sont là, tu veux que j'aille où ? C'est-à-dire aussi, en fait, un respect des gens qui ont historiquement habité ici et qui veulent y rester, parce que c'est ce qui se passe dans toutes les enquêtes aujourd'hui à travers ces rénovations urbaines. Et donc aujourd'hui, nous, la question qui est posée aux Bondinoises et Bondinois demain, c'est que ça va être un mandat très particulier, où l'arrivée de ces 2 métros, on parle aussi du projet du TZN entre Livry-Gargan et Pantin, ce qui va traverser notre ville. On a aussi, on a une perte aussi de notre maternité l'année prochaine. C'est-à-dire une ville actuellement qui est en grande transformation et une ville très fracturée. Parce qu'à Bondy, on a une réalité aussi de... Nord-Sud, de séparation. Exactement. Et donc, historiquement, c'est-à-dire avec la construction de la ville a été pensée avant tout pour le centre-ville et des fractures existaient. Mais elles se sont plus qu'amplifiées depuis les dernières années avec cette municipalité, un délaissement total, des services publics qui ont fermé, et aujourd'hui, alerte. Ouais, donc c'est finalement 2 visions qui s'opposent et c'est dans ce mandat-là
que tout va se jouer. C'est-à-dire que soit Bondy devient une ville où la spéculation immobilière s'amplifie encore davantage et Totalement. le pouvoir est aux rentiers immobiliers, aux promoteurs immobiliers, soit Exactement. l'alternative avec Être Bondy. Mais c'est quoi les propositions pour reprendre le pouvoir justement sur les spéculateurs immobiliers et les promoteurs que tu as cités Nous, l'idée, c'est que le maire actuel est en train d'accompagner ça d'une manière où la SGP, quand ils sont arrivés, ils ont acté ce projet-là. C'est-à-dire d'abord, il y a eu, ils ont réquisitionné, c'est-à-dire sur 1,5 km, comme le autorise la loi, des pavillons notamment. Il y a eu un collectif d'habitantes et d'habitants qui s'est monté, de riverains face à ça, parce que ça a été déjà des grandes blessures, des déchirures pour les familles. Et face à ça, aujourd'hui, il y a un délaissement total, c'est-à-dire c'est la SGP qui décide, sur toutes les nuisances sonores, sur toutes les nuisances, il y a une crèche départementale au milieu, sur les camions qui passent tous les jours. Et nous, face à ça, c'est dire que d'abord, on va augmenter le droit de préemption à 3 millions d'euros, 500 mètres autour de la gare. Parce que le projet du maire de droite actuel qu'il a c'est que le vrai centre de Bondy atterrisse à la gare, mais c'est-à-dire avec une nouvelle population. Parce qu'on le voit, on a eu déjà des bâtiments construits à côté du canal de l'Ourcq, où on a sur l'essentiel des logements, sur les 5 bâtiments, l'essentiel sont des copropriétaires, et ils sont le bienvenu. Le sujet n'est pas là, le sujet c'est que les habitantes et les habitants qui sont là, comment ils puissent rester et construire la ville de demain ensemble. Donc pour nous, droit de préemption. La deuxième, on a aussi un état des lieux. On a... notamment nous, on a 3 gros bailleurs sur la ville et un diffus de plusieurs bailleurs, mais sur ces donc S500 Habitat, il y a eu la fusion depuis la loi Elan, mais on a aussi 3F, Seine-Saint-Denis Habitat, les gros bailleurs de la ville qui, actuellement, on a des vrais sujets dans les logements. Parce que depuis quelques années, on a l'explosion des prix de l'énergie. Donc, on le voit aujourd'hui à travers les régules de charge, les prix ont explosé. Et c'est-à-dire, moi, ce que je dis aussi à chaque fois qu'on a des échanges avec les habitants des habitants, évidemment, c'est une élection locale. La commune a des compétences, mais elle ne se dissocie jamais des questions nationales. C'est-à-dire le travail, tout le militantisme, tout l'engagement qu'ont par exemple Nadège Abon-Mongué, le Heureux, les Trouvé, notre mouvement politique au quotidien, c'est corrélé parce que l'isolation thermique, évidemment que nous on a des propositions assez claires et demain un rapport de force qu'on va établir avec les bailleurs sociaux, mais il faut un plan général parce qu'il y a 4 millions de logements en France qui sont concernés. Et donc on est aussi dans une ville où il y a plus de 4000 demandeurs de logement. D'où la nécessité d'appliquer le plan de la France Insoumise de 200 000 logements sociaux construits par an, et par exemple aussi de refaire un schéma de répartition des compétences pour pas que l'intercommunalité continue à piocher dans les compétences qui sont historiquement liées aux communes. Et on ne s'est pas retrouvé dans cette situation pour rien. C'est que, comme tu viens de le dire Sylvain, on a juste en Ile-de-France plus de 940 000 demandeurs Et on sait qu'il y a plein de gens qui n'ont pas leur dossier SNE de demande de logement. La situation est criante. Sur l'effet directement sur Bondy, c'est plus de 4000 demandeurs de logement. Et on a un maire aussi, Stéphane Hervé, qui est conseiller régional de Valérie Pécresse et qui a voté en décembre 2024 les dernières subventions qu'il y avait pour le logement social. Ça impacte directement les habitantes et les habitants. Nous, dans nos propositions qu'on a, déjà, on a un grand plan d'urgence sur 18 mois, en arrivant, dès le début du mandat, de réhabilitation des logements. Parce qu'on a des gros sujets de moisissure dans les logements, des problèmes d'aération, de VMC, on a des problèmes, c'est-à-dire même du traitement, c'est-à-dire des résidences. On voit la situation sur des encombrants, on voit sur toutes les questions auxquelles les personnes sont confrontées. La deuxième chose que nous, on propose aussi, c'est que durant la mandature, évidemment, parce que nous, on défend le logement social, et on est pour en construire, c'est pas pour nous un gros mot, parce qu'il y a une demande qui est là. On est aussi dans cette situation parce que dans les villes de droite, les amis de mon maire actuel, on ne construit pas de logements sociaux. On remet en cause même la loi SRU qui demande aux communes 25% de logements sociaux. Oui, ils préfèrent payer l'amende souvent plutôt que d'en construire. On a vu ce qui s'est passé à Saint-Maur, où Vincent Jeanbrun, l'ancien maire de l'Île-et-Roses, qui est ministre aujourd'hui de la ville et du logement, qui arrive, qui remet en cause même les pénalités, qui sont déjà pas assez. On s'est retrouvé dans ces situations-là, nos villes. Mais aujourd'hui, il y a une demande et en fait, des gens souffrent. Ils sont à plusieurs dans des T2, T3. On a une situation criante. Donc pour nous, ça sera la construction aussi sur l'année de 200 logements en PLAI et des grands logements. Parce qu'aujourd'hui aussi, on voit dans la construction des logements ce qui se passe. On est beaucoup sur des logements intermédiaires, sur des prix énormes. Les gens, c'est inaccessible pour la masse des habitantes et des habitants. On a aussi, nous, il y a un programme qui nous intéresse, c'est tous les logements BRS, ce qui permet de dissocier le foncier, ce qui permet pour des personnes qui n'ont pas de grands moyens, une classe moyenne,
d'habitants de couches populaires, voilà, d'accéder à l'accession sociale à la propriété. Voilà, on se dit aussi sur la mandature sans logement. Mais surtout, c'est-à-dire demain, moi en tant que maire, si j'ai un permis de construire à signer face à un promoteur, bon, bah, il y aura des conditions. C'est-à-dire il n'y aura aucun permis de construire signé s'il n'y a pas un équipement. Parce que la question du logement, il ne faut pas la dissocier de la question de la santé, toutes les questions... Ouais, donc vous engagerez des rapports de force avec ces acteurs-là, les promoteurs immobiliers à mettre au pas. Et les bailleurs sociaux ne sont ni nos amis ni nos ennemis, c'est pas ça le sujet. Les bailleurs sociaux sont une réalité. Ils ont une gestion de leur patrimoine et face à ça, tout s'emboîte pour nous. Et c'est-à-dire, nous, on n'est pas juste, on se présente comme d'autres l'ont été avant 2020 pour être des gestionnaires. Notre sujet n'est pas là. La liste qu'on présente, que les habitantes et les habitants vont découvrir dans quelques jours, l'image, en fait, on a des personnes qui sont membres d'amicales de locataires, on sera des défenseurs du logement social. Et on abordera des rapports de force, mais avec les habitantes et les habitants. Parce que tous ces sujets-là ne se feront sans eux et ne se décideront pas sans eux. Parce que, Et finalement, vous êtes la seule liste qui est cohérente dans les combats qu'elle porte sur le logement. Parce que Stéphane Hervé, tu as cité son bilan, donc il est responsable de la situation que tu as décrite sur le logement social. Il y a aussi un socialiste qui se présente, Frédéric Malauzy, on en parlait avant le début de l'entretien. Lui, pour le coup, il est membre d'un parti qui a voté le budget macroniste qui diminue le fonds vert et donc aussi des possibilités pour les logements sociaux, avec 35 milliards d'euros de coupes budgétaires. Donc c'est ça, en fait, les trois listes qui se présentent. Il y a le maire actuel, la liste socialiste et la liste que tu portes. Oui, on a aussi trois autres listes dans la ville, de listes citoyennes et une liste dissidente de la droite. Mais effectivement, c'est-à-dire, on voit aussi la campagne du candidat socialiste et du maire actuel. C'est une campagne où on essaie de tout dépolitiser. On regarde par exemple leur flyer, c'est rare de trouver un logo dessus. Mais il faut assumer, moi j'assume mes idées. Je dis que je suis membre de la France Insoumise, on a un programme local, national. Ils ont peur de leur bilan. On a des partenaires. Nous, on assume ce qu'on est, c'est pas le sujet. Et au contraire. Et quand on vote le budget qui a été voté aussi par les socialistes, ça a un impact directement. Partout en France, mais aussi à Bondy. On n'est pas dissocié des mesures gouvernementales et de l'impact. Et c'est-à-dire, on le voit à travers la santé, sur toutes ces questions-là. Et par exemple, ce qui nous dissocie aussi de nos concurrents socialistes ou de la municipalité de droite actuelle, c'est aussi ce qui se passe. Nous, on a la chance d'avoir un hôpital, l'hôpital Jean Verdier, où depuis 2011, on a perdu 9 services dans cet hôpital-là. Et là, c'est la grande, et on se rend compte aussi qu'ils font en sorte que ça n'apparaisse pas dans les grandes annonces, parce qu'on parle du grand projet Jean Verdier 2029, donc ils nous font toute une grande communication à vernissage. Dès 2015, en fait, cet hôpital a commencé à être détruit, et ils ont procédé, où on se retrouve aujourd'hui, où l'année prochaine, on perd la maternité, où il y a plus de 2400 naissances par an. Et on va relier les habitants de Bondy et Bondy à la maternité de l'hôpital Avicenne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un hôpital qui se trouve à Bobigny, à la frontière avec Drancy. Donc il y a une double responsabilité, à la fois des socialistes en 2015, qui ont commencé la destruction de ce complexe hospitalier, et ensuite la décision du maire en 2022 qui entérine la fermeture de la maternité. Oui, ici, notamment pour la construction de 400 logements sur le site, où la ville a une petite partie de foncier, où évidemment il y a l'ARS là-dessus, ils sont plusieurs, donc local, national, toutes ces questions sont liées, et la défense du droit à la santé et de la santé pour toutes et tous défend globalement. Évidemment qu'ils y ont participé. Et il y a eu en plus une lutte. Il y a eu une lutte d'habitantes et d'habitants, une pétition qui a rassemblé plus de 7000 personnes à l'époque de la défense de la maternité, de l'hôpital Jean Verdier, avec tout ce que... c'est un impact direct. Et nous, quand on a des échanges là avec les habitantes et les habitants, plusieurs personnes sont en train de l'apprendre. Et ils se rendent compte directement de ce que ça veut dire. Parce que si une femme doit accoucher, il est 17h, 18h, faire Bondy, l'hôpital Avicenne, les gens savent. On est à 20, 30 minutes en voiture. Et ce qui impacte directement toutes les difficultés que ça veut dire derrière. Et en même temps, sur la question de la santé plus globalement, on a aussi à Bondy le centre municipal de santé. Et là, actuellement, le collectif Être Bondy, même avant l'élection, on fait signer une pétition. Donc on se rend 2 fois par semaine devant ce centre municipal, où on a un échange avec les habitantes et les habitants, où on a perdu le kiné, on a perdu des médecins généralistes. Et nous, ce qu'on propose avec Être Bondy demain, c'est d'avoir une maison de la santé, donc dans ce lieu-là, qui va être vue avec des médecins salariés. On va remettre des kinés, mais aussi
faire en sorte que des femmes puissent accoucher à Bondy, parce qu'on a sorti notre tract santé là actuellement les dernières semaines. On dit qu'avec nous, la maternité réouvrira. Mais avant ça, qui va être une lutte importante dès le début, au premier conseil municipal. Ça va être quelque chose qu'on va voter en arrivant, qui va être une lutte de la défense de l'hôpital Jean Verdier, passe diffus face à des promoteurs immobiliers, ce qui nous ont sorti depuis 10 ans. Et donc il y aura un pôle de périnatalité qui va être construit. Et au nord de la ville, une maison sport santé. Où l'idée, c'est aussi, à travers ce lieu-là, d'avoir aussi un bassin, parce qu'on a un vrai sujet sur les équipements sportifs globalement, mais de piscine, parce qu'on doit avoir une magnifique piscine olympique entre les deux villes, Bondy et Noisy-le-Sec, mais qu'on n'a pas obtenue. Et donc cette maison sport santé va permettre aussi d'aborder différentes questions, notamment la question de la santé mentale, ce qui est aussi un des enjeux, on le sait, notamment on le voit dans toutes les études, on le voit à travers nos échanges, notamment chez la jeunesse, où il y a un vrai sujet, donc ça va nous permettre, sur différents lieux, on va ramener du service public partout dans la ville, ce centre municipal de santé va se transformer en maison de la santé. Avec des équipes pluridisciplinaires, que Totalement. ce soit dans l'un ou On l'autre réfléchit même dans les maisons de quartier, Mmh. c'est-à-dire qu'actuellement, qu'on va revoir aussi de A à Z, et parce que prendre rendez-vous sur Doctolib, pour certaines personnes, c'est des rendez-vous des semaines et des semaines d'attente, où Bondy a été aussi une ville sur la santé, on avait beaucoup de spécialistes. Donc toutes ces questions sont liées et ont un impact immédiat. Et donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Et est-ce que les habitants comprennent maintenant, peut-être de plus en plus, la responsabilité de la fermeture de la maternité? Parce que c'est quand même quelque chose qui, bien sûr, comme tout responsable qui fait ce genre de décision injuste et abjecte, essaye de la cacher. Mais est-ce que, du coup, il y a une forme de conscientisation pour pointer justement les responsables, les afficher pendant la campagne et essayer de faire en sorte qu'ils ne passent pas? Moi, je dis toujours, les habitantes et les habitants sont les usagers en fait, du service public, de l'hôpital. Donc, ils connaissent la situation, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gens voient depuis des années notre hôpital Jean Verdier dans un état désastreux. Et tout ça ne vient pas de nulle part, parce que c'est des moyens en moins qu'on a mis pour arriver à cette transformation de l'hôpital, comme ils appellent. Ce grand projet de l'hôpital Jean Verdier 2029, pour le détruire, il y a des étapes. Et donc les syndicats nous ont alertés, les habitantes et les habitants aussi, parce qu'ils se rendaient sur place et on voyait en fait une qualité aussi du service public et surtout des soignantes et des soignants dans un état aussi, une forme d'impuissance. Donc effectivement, pour la plupart, ils le savaient et ils entendaient ce fameux grand projet, mais effectivement, nous aussi, dans cette campagne électorale, on ne dissocie pas cette question-là de l'hôpital Jean Verdier, qui va être un de nos combats en arrivant avec les habitantes et les habitants de défense de l'hôpital qu'on a connu. Ce sera votre première décision? Nous, ça fait partie, après le conseil municipal d'installation, qu'on fera un conseil municipal d'urgence, parce qu'il va falloir aussi voter le budget de la ville sur les mois qui restent en 2026, mais ça fera partie, il y aura un délibéré qui va être, on va annoncer un collectif qui va se monter sur la défense de l'hôpital Jean Verdier, où la ville va immédiatement prendre position politique, et c'est-à-dire de faire part, de médiatiser une situation qui va encore plus s'aggraver dans les prochains mois. Et c'est aussi finalement la méthode insoumise d'avoir un pied dans les luttes et un pied dans l'institution. C'est-à-dire que vous garderez cette articulation entre le soutien aux collectifs mobilisés, aux luttes, et l'institution municipale. Et c'est aussi demain, évidemment, les élus de la majorité municipale, ça sera évidemment notre première bataille, ce sera sur toutes ces questions-là, et on le dit aux habitantes et aux habitants, qui sont aussi émises dans le programme. Sur différents sujets, il va falloir mener des luttes. Et ça se fera de ce qu'on a toujours été, des militants politiques, et ça ne changera en aucun cas en arrivant à la tête de la mairie. Mais aussi, dans cette campagne, on a aussi eu un parti pris. On a un comité de soutien qui est présidé par Sylvie Kimissa. Sylvie, qui avec Rachel Keke et les autres femmes de chambre à l'hôtel Ibis Batignolles, qui se sont battues contre le deuxième groupe hôtelier pendant 22 mois. Et Sylvie qui préside ce comité de soutien. C'est une bonne garantie d'avoir le lien avec les luttes c'est sûr. jusqu'au bout. Sylvie fait partie des gens qui nous ont formés politiquement, qui nous ont aussi appris à ne rien lâcher, à ne pas tomber dans la résignation. Et ce comité de soutien de la liste du collectif Être Bondy est exclusivement composé de résidents étrangers. C'est un parti pris, on l'a annoncé lors de nos vœux le 26 janvier, qu'on avait le bonheur d'avoir aussi Emmanuel Bompard et Marie-Georges Buffet. Donc Sylvie l'a annoncé.
Et donc, parce qu'on, déjà, d'abord, avant tout, pour nous, on ne fait pas ville à moitié. Et en fait, on est plusieurs à avoir des parents, des cousins, des cousines, des membres de nos familles qui n'ont pas le droit de vote. Qui sont exclus alors qu'ils Exactement. sont là, ils vivent là, ils Exactement. travaillent là. Des années et des exclus. années, qui payent des impôts, etc. Donc, ce comité de soutien, demain, va devenir un CRE, un comité de résidents étrangers. Et lors de ce fameux, après le conseil municipal d'instant, on va, lors de ce fameux conseil municipal, on parlera de Jean Verdier, mais pas que, il y aura aussi une délibération sur ce conseil de résidents, ce comité de résidents étrangers, qui va être composé, comme le conseil municipal, de 47 personnes, tirées au sort de tous les quartiers de la ville, paritaires, pour les personnes qui ont plus de 16 ans. Et on fera en sorte que tous les délibérés, avant qu'ils passent au bureau municipal, avant qu'ils passent au conseil municipal... Il passera par le CRE, il y aura, exactement. d'accord. Exactement. Donc aussi, voilà, des traducteurs, traductrices, il y aura une garde d'enfants systématique. On fera en sorte que ce comité... Donc si sur la délibération 4 qu'on comptait faire voter au conseil municipal, bon, s'il y a des interrogations, si ce n'est pas assez précis ou si le comité de résidents étrangers n'est pas d'accord, on va revoir. Ah ouais, donc c'est la meilleure garantie, c'est la meilleure sécurité pour avoir ce lien permanent avec les luttes et ne jamais finalement se détacher d'elles et rester connecté, quoi. Éviter la logique gestionnaire finalement. Exactement. Et aussi, la mesure phare qu'on a sur plusieurs mesures à travers ce comité de soutien, pour nous, c'est aussi pour nous, c'est pas un sujet d'avoir les papiers français ou de ne pas les avoir. Pour nous, et on va créer une carte de résident bondinoise et bondinois. En fait, toute personne qui habite dans cette ville aura une carte qui leur permettra d'avoir accès aux services publics. C'est-à-dire, on arrive, c'est le premier sujet, c'est d'avoir une adresse, donc avec le CSAS, d'avoir une adresse au CSAS, parce qu'on sait très bien, demain, pour demander un logement, pour ouvrir un compte à la banque, toutes ces questions... donc, et ce qui permettra aussi une facilitation, c'est-à-dire un accès aussi aux équipements demain, sur tout le programme culturel, sur tous les équipements de la ville. On aura une carte de résident bondinoise et bondinois, qu'on a les papiers français ou qu'on ne les a pas. Pour nous, ce n'est pas un sujet. Et ce qui permettra aussi de voter au RIC, si vous prévoyez d'installer le RIC. Donc, s'il y a plus de 5% de la population, ce qui permettra aussi, effectivement, c'est une mesure phare qu'on a. Nous, sur la ville co-construite demain, vu la transformation qui attend Bondy demain, en fait, toutes ces grandes questions ne peuvent pas être pensées sans la population. Ce qui est en train de se passer actuellement, depuis des années et des années, on décide de la ville de demain. Et nous, on défend le droit à la ville, et le droit à la ville doit être pensé par tout le monde. Pas qu'une partie des élus cachés dans les bureaux. Ouais, parce que là, vous êtes face à un maire qui est seul dans sa mairie, enfermé, qui décide de tout et pour tout le monde. C'est surtout même les fameuses concertations qui font à travers c'est la fausse démocratie participative qui doit être refaite au marché de Bondy-Nord, ça fait des mois et des mois. Sur toutes ces questions-là, on a un magnifique historique institut de recherche et de développement qui a été là, octroyé au département le 1er janvier 2025, qui représente 10 000 m², donc un magnifique lieu au cœur de Bondy-Nord qui pourrait être une solution à plusieurs équipements demain qu'on est en train de réfléchir. Tout ça doit être pensé par les habitantes et les habitants. Et nous, ce CRE va nous permettre aussi, évidemment, de s'autoréguler avec le conseil municipal, mais pas que. C'est-à-dire avec les collectifs d'habitants, d'amicales de locataires, de parents d'élèves, celles et ceux, et les associations, celles et ceux qui font la ville tous les jours. Et aussi, on voit aujourd'hui ce parti pris qu'on a pris durant cette élection municipale, parce que Bondy fait partie de ces villes populaires où on a, par exemple sur Bondy-Nord, on a 30% de familles monoparentales. Et essentiellement, on sait, c'est des mamans. Et cette ville, on le voit à travers... on a énormément d'associations à Bondy, on a un grand vivier qui font tenir la ville, et c'est avant tout tenu par des femmes. On voit, que ce soit pour les bénévoles, les présidentes d'associations, notamment les présidentes. Et ça, il n'y a pas un rapport institutionnel parce qu'il y a une forme d'autonomie. Et on le voit aujourd'hui, toutes les associations, c'est moi ce que je leur disais l'autre jour, dans une dernière rencontre que j'ai eue dans une grande association du nord de la ville, où je leur disais, mais c'est du service public ce que vous faites au quotidien. C'est ça. Par contre, c'est assez intéressant aussi, d'où le fait de penser la ville de demain avec tous les habitantes et les habitants, notamment les acteurs associatifs, parce que en 4-5 ans, elles nous racontent le changement. Elles passent leur temps à accompagner les familles sur des papiers administratifs, sur l'accès aux droits, ce qui est un des vrais sujets. C'est ça, et pas lié à l'absence ou l'insuffisance des politiques municipales, finalement. Totalement. Est-ce que vous avez des mesures qui leur sont destinées pour justement aider ces familles monoparentales
Totalement. Tout à l'heure, je parlais aussi de la maison sport santé. Il y aura aussi des créneaux qui seront exclusivement dédiés aux femmes. On est en train de penser, c'est-à-dire sur tous nos sujets, c'est-à-dire sur les questions des vulnérabilités, de la tranquillité publique, sur toutes ces questions-là. Et on le voit à travers notre campagne. On est aussi dans une situation où la ville de demain ne peut pas être pensée comme elle a été pensée historiquement. C'est-à-dire par des hommes, pour des hommes. Là, je parle de l'espace public, mais aussi, c'est-à-dire demain sur tous les futurs équipements qui existeront dans la ville. Par exemple, une des demandes les plus alarmantes, c'est le nombre de places assez restreintes dans les crèches. Voilà, on a beaucoup de parents qui nous interpellent sur ces questions-là, ce qui provoque des choses. Parce que quand on n'arrive pas à prendre on ne trouve pas une place en crèche et accessible, parce que le maire actuel a un plan sur 10 ans. Donc tous les 2 jours, on a une inauguration d'une mini-crèche privée. Qui sont passés avec des groupes type SOS par exemple ou d'autres? Ça dépend des structures en plus qui fonctionnent bien, sauf qu'on est sur des prix exorbitants Ouais, et des places très restreintes. Et nous, comme notre programme a été chiffré, chaque mesure a été chiffrée, des choses qu'on est en capacité de faire tout de suite, d'autres non. On a mis les 100 premiers jours et surtout on a fait un plan pluriannuel sur 7 ans. Et on annonce, aujourd'hui à Bondy, on considère qu'il y a 200 places qui manquent de crèches. Donc nous, on annonce 2 inaugurations de 50 places et de 50 places, donc 2 fois 50. On est sûr de pouvoir créer 100 places de crèches publiques, déjà et aussi de s'occuper de l'existant, parce qu'on a aussi des sujets actuellement dans les crèches à Bondy, mais ça fait partie de surtout rendre ces choses accessibles, parce que quand on n'a pas de place en crèche, il y a certaines personnes qui sont en capacité de prendre une nounou, mais d'autres, 4-2 personnes, et ce qui provoque souvent, c'est souvent les mères, c'est souvent les mamans qui restent à la maison. Donc tout ça. Et nous, on lie aussi à toutes les questions. C'est-à-dire même l'effet du dérèglement climatique est vécu d'une autre manière par les femmes. Parce que c'est les femmes dans nos sociétés aussi patriarcales qui passent beaucoup de temps aussi dans le logement. Donc les questions de moisissure, la question de l'aération, toutes ces questions-là sont subies avant tout par nos mamans. Et on a aussi beaucoup de projets aussi par rapport au sport, accessibles aux mamans, donc, et en dehors des mamans, des personnes âgées, des jeunes, tout ça est pensé avec différentes mesures, mais c'est-à-dire aussi, je sais aussi que demain, à la mairie de Bondy, on a des agentes et des agents qui sont en capacité de faire en sorte que ces politiques publiques... Alors j'allais y venir justement parce que je crois que le maire actuel a retiré, si je ne me trompe pas, 4,4 millions d'euros de ce qu'ils appellent la masse salariale, donc ça veut dire la suppression entre 80 et 100 postes d'agents supprimés, si je ne me trompe pas. Et donc, il est en train de détruire, en fait, celles et ceux qui permettent les services publics. Totalement. Et vous, votre programme, il peut se faire uniquement grâce à ces agents et leur connaissance de la ville. Est-ce que vous avez des mesures pour finalement les reconnaître et surtout réparer tout ce qui a été détruit par... Ça fait partie des situations les plus alarmantes dans notre ville. Pour donner 1 ou 2 chiffres qui sont très très parlants. Quand on compare à d'autres municipalités, on est sur une ville où il y a plus d'11% de taux d'absentéisme. Ce qui est un chiffre record dans l'histoire de la ville. On a eu en masse des suppressions de postes, un manque de titularisation et des personnes qui sont recrutées de l'extérieur. Donc aujourd'hui, on est sur un existant de 1100 agentes et agents. On a eu de différentes manifestations, à travers notamment les syndicats, depuis des années, où c'est avant tout, on est dans une ville où il y a les agentes et les agentes sont composés de 70% de femmes, plus de 40% de contractuels. Donc, c'est quelque chose qui est même planifié, pensé. Et ça date pas de 2020, tout ça. Donc, quand on pense à la déprécarisation, on pense globalement à un projet administratif demain, et on sait des situations alarmantes. Par exemple, au service logement de la ville de Bondy, on a normalement 8 agentes et agents. On s'est retrouvé dans une situation où on n'a plus qu'une personne, par exemple. Il y a eu des derniers recrutements là dernièrement, parce que notre maire n'y croit pas au service public, et c'est-à-dire est en train de privatiser. Sur différents secteurs, il a coupé. Et donc pour nous, demain, pour les agentes et les agents, c'est de prendre le problème de A à Z. C'est-à-dire demain de penser ce projet administratif avec tous les services. Ça prendra le temps. En arrivant, on va faire un audit sur 6 mois. Mais on sait aussi, il y a certains services qui sont dans des situations très alarmantes, donc aussi des recrutements. Donc nous, on annonce 50 recrutements à minima durant la mandature, et de faire en sorte, surtout dans l'interne, que des personnes qui sont dans des situations précaires, qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans,
dans des situations, tout ça va être pensé globalement, et aussi demain des futurs élites qui vont être proches du personnel et leur laisser leur autonomie. Parce qu'on a aussi la chance d'avoir de nombreuses agentes et agents, en grande partie, qui sont issus de la ville. Et donc aussi qui ont un rapport, un usage, qui connaissent l'histoire. Et qui demandent juste à avoir le sens du service public. Donc Exactement. ils attendent juste qu'il y ait une liste avec une volonté politique de faire le service public pour finalement prendre l'initiative. Exactement. Et c'est aussi d'avoir un dialogue social. Ouais. Parce que celles et ceux qui se sont levés et battus ces dernières années, il y a de nombreux agentes et agents qui se sont mis aussi en danger. Il y avait aussi des organisations syndicales qui ont fait en sorte de les accompagner. Je sais leur travail qu'ils font depuis 6 ans, qui est assez impressionnant. Donc c'est aussi d'établir un vrai dialogue social, comme ça n'a pas été le cas. Où là actuellement, par commande du maire, on est sur des situations désastreuses, de pression, de rapport de force, comme si, avant tout, ce qui était le plus important, en fait, le service public, c'est la chose la plus importante dans une ville. Parce que là, le grand nombre y a accès. Bien sûr. Et avant de le développer, c'est déjà aussi de partir de la situation qui est assez terrible. Et donc le maire actuel, comme ses prédécesseurs socialistes, menait des guerres finalement contre leurs propres agents. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a un fil conducteur, ce qui est sûr, notamment à travers le dialogue social. Depuis 2020, il y a une part de privatisation, il y a des postes qui ont été supprimés. Et il y a surtout par exemple, là, actuellement, on est en période de vacances scolaires, donc il y a des activités dans les maisons de quartier, dans les centres de loisirs. Comme pour la période fin d'année 2025, il y a plein d'événements là qui sont annulés, par manque d'animateurs et animatrices. Et l'absentéisme s'explique par la maltraitance, par le fait qu'il y a quand même un... Il y a plein de raisons à ça, mais avant tout, des personnes qui sont en arrêt depuis des semaines et des semaines. Les dépressions. Des dépressions, du burn-out, des agentes et des agents qui viennent au quotidien au boulot avec la boule au ventre. Donc on a beaucoup d'échanges, de témoignages, des situations alarmantes, mais qui n'arrivent plus à faire ce qui les préoccupe. Donc c'est leur métier, en fait, quand on est fonctionnaire, quand on est agent du service public dans des villes comme les nôtres, à Bondy, on sait le sens derrière ça, parce que c'est pour le plus grand nombre des gens. Bien sûr. Pour l'essentiel des habitants, c'est ce qu'ils ont accès immédiatement, et on veut bien faire. Et on peut se mettre en concurrence les agents entre eux, les services entre elles. Donc il y aura un avant-après. Et nous, ce qu'on dit, comme sur tous les sujets, on va changer les règles du jeu. Et on a aussi beaucoup d'anciens agents et agentes dans la liste, dans le comité de soutien. C'est-à-dire, pour nous, c'est des réalités qu'on connaît. Et on sait l'importance du service public. Et moi, j'ai participé aux luttes des agents, des ATSEM, de toutes les luttes devant les écoles. Ou, par exemple, aujourd'hui, on a un manque criant aussi d'agents, et notamment d'agentes qui font le ménage dans la ville. On les ramène d'un point B à un point C, d'un point A à un point D. Tout ça, sans aucun respect de ces agentes et des agents. Un peu comme les AESH, finalement. Exactement. Par exemple, nous, on défend dans le programme de la France Insoumise la cantine gratuite pour toutes et tous. Très bien, on peut demain l'appliquer à Bondy. Ça pose plusieurs questions déjà sur les agentes et les agents. Nous, dans le programme Être Bondy, on a dit c'est un fil conducteur sur les 7 ans, parce que se pose les questions des locaux, se pose les questions de ce qu'on met dans l'assiette des enfants. Bien sûr. Et donc tout ça doit être pensé globalement, mais aussi on est dans une ville où, dans différentes écoles, le nombre de gosses qui viennent le matin avec le ventre vide. Donc c'est de penser aussi, petit déjeuner, parce que on sait aujourd'hui la situation. Il y a plein de gens, du fait de l'inflation, du fait de la crise, du fait de l'augmentation des loyers, de la régule de charges, il y a plein de personnes qui sont tombées, des familles qui sont en train de... Et nous, surtout à Bondy, on a eu aussi toute une période où on nous a dit, par rapport à la cyberattaque que avait eu la ville il y a quelques années de ça, des gens ont reçu du jour au lendemain, des habitants, des arrêts de facture, d'un coup, qui vont de 200 € à 5 000 €. C'était quand ça? C'était en quelle année? C'était l'année dernière, il y a un an et demi. Les gens se sont retrouvés du jour au lendemain avec un accompagnement, disons, qui n'existait quasiment pas et qui encore aujourd'hui sont dans des grosses factures. Donc je vous laisse imaginer toutes ces pressions. Il n'y a eu aucun accompagnement. Il n'y a pas une partie qui a été prise, une charge qui a été prise par la ville, parce que ça, avant tout, on parle d'une cyberattaque. Il n'y a pas eu un plan d'urgence, il n'y a rien eu. Du jour au lendemain, les gens ont reçu des factures qui sont encore là. Donc ça fait partie aussi des situations alarmantes. Avec les services, le CCAS, etc., à revoir immédiatement et d'accompagner les familles, en fait. C'est comme sur les impayés pour les loyers, c'est comme sur tous les sujets. Et aussi, la mandature a provoqué aussi des augmentations
du prix du périscolaire, on a mutualisé les maisons de quartier. Et nous, demain, le Bondy qu'on rêve est le Bondy pour une partie qu'on a connue, c'est-à-dire tous ces lieux-là deviennent des lieux vivants où on fait en sorte qu'il y ait assez d'animateurs et animatrices formés qui se sentent bien. Et on en a des gens formidables dans cette ville, des générations au fur et à mesure qui se sont formées aussi, qui ont le BAFA, qui passent des concours. Donc c'est des choses qui existent dans la ville. Mais pour ça, il faut avoir un traitement. La deuxième chose, c'est qu'ils ont les moyens, en fait, parce qu'ils culpabilisent. Déjà, on a baissé le nombre d'enfants dans toutes ces structures-là, jeunesse, etc. Mais qu'ils ont les moyens de bien faire, en fait. Parce qu'il y a avant tout de la transmission, parce que notre mère pense, et je vais terminer sur ça, que pour un gosse, c'est avant tout d'aller à l'école, apprendre à lire, écrire et compter. Non, en fait, l'épanouissement. Et comme on dit, un gosse, c'est tout un village qui s'y met pour l'éduquer. Et c'est à travers les équipements culturels. Les arts, le sport, bien sûr. Sport, les maisons de quartier, tout ce qui permet l'émancipation. Ouais. Tous ces lieux-là. Donc pour nous, notre programme est qu'on propose aux habitants de Bondy, aux habitants et aux habitants de Bondy, c'est ce programme monté par Être Bondy a été. Et surtout, on a construit aussi ce programme à travers un modèle assez innovant qu'on a appelé les causeries bondinoises. Ah, j'ai vu passer quelques vidéos sur ces causeries. On doit être au 7e ou 8e, ça continue encore, même si ça prendra une autre forme, où on a fait dans différents restaurants de la ville, sur des thèmes, où on faisait des ateliers avec les habitants et les habitants. Et à chaque fois, de nouvelles personnes qui nous ont rejoints, beaucoup de mamans, beaucoup de jeunes, des familles qui venaient, et on discutait de tous les sujets. Donc on a fait sur la jeunesse, sur les solidarités, on a fait une balade urbaine aussi dans la ville. On a eu la chance d'avoir la présidente d'un grand bailleur d'Île-de-France qui est venue parmi nous. Donc sur tous ces projets de transformation, je parlais à l'impact de la ligne 15, qui est venue. On a fait une balade urbaine avec les habitantes et les habitants. On a eu dernièrement sur la démocratie, qu'est-ce que ça veut dire demain une ville co-construite. Et donc, au début, il y a un petit mot introductif par des personnalités de la ville. Moi, je passe aussi derrière. Il y a donc tout un temps, une heure et demie, avec un petit repas qui est là, d'échanges, de propositions, ce qu'on ne veut plus voir dans notre ville et ce qu'on souhaite demain. Et il y a eu toute une phase de restitution à chaque fois à la fin. Et toutes les personnes qui ont participé, donc plus de 250 Bondinoises et Bondinois, ils retrouveront une partie de leurs propositions dans le programme. C'est-à-dire que c'est aussi toute une démarche où, à travers cette campagne, on est en train de montrer ce qu'on fera demain, comment on va travailler, comment on va penser les projets de demain aussi, comment on va décider, c'est-à-dire à travers aussi une démarche citoyenne. Et tu as parlé du coup de la démocratie qui a été abordée comme sujet dans ces causeries. Oui. Est-ce que vous prévoyez un plan anti-clientélisme ? Parce que vous héritez d'une situation où le PS a dirigé la ville pendant 75 ans. Là, c'est un maire de droite avec le bilan que tu as déjà commencé à décrire. Est-ce qu'il y a des mesures que vous prévoyez pour justement chasser la corruption, chasser le clientélisme et faire la démocratie et la transparence ? Ça fait partie des fils conducteurs de ce qu'on est en train de construire à travers cette campagne. C'est que pour nous, on dit on va changer les règles du jeu. Et à travers ça, c'est de prendre en compte qu'il y a une clique qui a géré cette ville avant 2020, sur les dernières années notamment. Et aujourd'hui, sur différentes questions, on entend des choses, on voit des pratiques, et les gens surtout ne comprennent pas. Il n'y a aucune transparence. Que ça va des subventions pour les associations, comment elles sont décidées, ça va sur les places en crèche, ça va sur les attributions de logements, ça va sur des locaux commerciaux, ça va sur toutes ces questions-là. Donc pour nous, avant tout, tous mes colistiers et colistières de la liste Être Bondy signent une charte éthique. Et demain, nous allons créer une commission éthique, composée de citoyennes et de citoyens qui vont venir. Il y aura une transparence totale déjà sur les élus, mais c'est-à-dire demain sur les contrats, sur les marchés publics, tout ça va être rendu transparent. On prévoit aussi, par exemple, sur comment fonctionne une attribution de logement. Pourquoi telle famille est choisie, pas une autre ? Comment ça fonctionne ? Surtout depuis janvier 2022, on est en gestion de flux, le logement social, les attributions, donc il y a des commissions d'attribution. Comment ça fonctionne ? Le rôle des élus d'une municipalité là-dedans. On a des élus au conseil d'administration, par exemple, du plus grand bailleur Essence en Habitat, qu'on a actuellement. C'est quoi leur travail au quotidien ? Qu'est-ce qu'ils font chez ces bailleurs-là ? Donc tout ça, avec une mobilisation citoyenne. Nous, c'est-à-dire, on va aussi, aujourd'hui, nos conseils de quartier sont plutôt... Comme dans de nombreuses villes, j'imagine, qui sont complètement désertées parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'agir sur la ville. Alors qu'à Bondy, on a la chance quand même d'avoir des habitants, sur une partie de la ville notamment, mais qui participent. Mais on a vu au fur et à mesure de la mandature des gens désertés. Mais pourquoi ? Parce que c'est une forme d'enregistrement, les gens s'entendent parler. Ils répondent à des questions, il ne se passe rien. Nous, ça fait partie aussi, on a un budget participatif qui va être créé sur la mandature.
Donc on a mis un objectif sur la fin de nos mandatures en 2032. Nous allons arriver, on va être un modèle sur cette question-là, comme on le voit dans différentes villes à travers la France, arriver à un budget de 2 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que pour nous, déjà, ça va être d'avoir un service dédié. D'ailleurs, sur la question de la démocratie locale, elle est pensée autrement. Et nous, on a un projet aussi d'aller vers, c'est-à-dire les questions de co-construction, de faire de la politique autrement, et penser, et surtout, on sait, en fait, à Bondy, il y a une disponibilité des habitants et des habitants qui veulent décider. Mais pas qu'on leur demande de choisir la couleur du banc qu'on va mettre au milieu du quartier. Le sujet n'est pas là. C'est aussi sur des sujets importants, et ça sera sur toutes les concertations. C'est ça, et ça met un terme à un cycle de fausse démocratie participative parce que ça redonne véritablement un pouvoir. Voilà. C'est ce qui se passe depuis des années et surtout une forme de dépolitisation, comme si ces questions-là... Oui, puis c'est très paternaliste en plus. Totalement. C'est que nous, on doit se faire bousculer en fait durant une mandature. Les futurs élus à Bondy doivent se faire bousculer et il n'y a pas de problème là-dessus. En fait, on est là justement au service d'eux et on fait avec. Est-ce que vous serez révocable aussi ? Nous, on a mis aussi un pourcentage. S'il y a 20% de la population qui remettent en cause, c'est des outils que l'on veut mettre en place. C'est ce qu'on est en train de regarder durant la mandature parce que on ne fait pas ça pour nous, encore une fois. On est devant des représentantes et des représentants. Et nous, et aussi, par exemple, les colistiers et colistières, en dehors de signer cette charte, vont aussi avoir des formations sur les VSS. Vont avoir des formations aussi, c'est-à-dire comment marche un marché public, sur tous ces sujets-là qui provoquent aujourd'hui nos villes sont aussi... Et dans une ville notamment qui se transforme, disons... prévoyez une batterie de mesures anti-corruption, anti-gestion, pour que vous soyez ce que vous êtes maintenant, des militants, et que vous continuez à être des militants, avec un pied dans la rue, un pied dans la mairie, et finalement être la seule liste qui n'a pas peur du peuple, parce que toutes les mesures que vous prévoyez vous distinguent des autres... Ce sera la liste du peuple de cette campagne, mais en dehors de ça, c'est que, en fait, moi, j'ai aucun sujet à avoir de la transparence totale. Je vous le dis, on s'est présenté au début. Je suis travailleur dans le logement social. Les gens savent ce que je fais, mes activités professionnelles. Mais pourquoi on devrait avoir un problème avec ça ? Au contraire, les gens ont le droit de savoir. Et c'est d'installer la confiance. Parce que toute la résignation qui existe aujourd'hui dans nos villes, les gens n'y croient plus. Et ça ne sort pas de nulle part. Et en fait, on défend. On a un programme, on a un projet politique pour cette ville. Mais elle est incarnée par demain un CRE, un comité de résidents étrangers, elle est incarnée par un conseil municipal, par des élus, et on se doit d'eux. C'est notre devoir, parce que c'est un mandat, ce n'est pas un métier la politique. Voilà. Et autre sujet, il y a eu un rassemblement ce mercredi, si je ne me trompe pas, de commerçants sur la place Neuberger. Neuberger, donc ils sont mobilisés contre des expulsions qui avaient été décidées par la municipalité et le maire LR Stéphane RV. Est-ce que tu peux nous détailler un peu les mesures que vous prévoyez pour les TPE, PME ? Pour ceux qui ne connaissent pas Bondy, c'est une place assez historiquement et qui, disons, c'est un abandon drastique depuis des années. C'est une place qui est devenue une place morte. Alors que on a différents commerçants et commerçantes ici. Et il y a eu notamment un abandon total depuis des années, un projet qui devait arriver d'une réhabilitation de 500 000 € mis sur la table, un projet. Bon, ils se sont bien foutus de la gueule des habitantes et des habitants, et surtout c'est une place qui doit être pensée globalement demain. Pourquoi ? Parce que là, il y a eu cette mobilisation des commerçantes et des commerçants, beaucoup de membres du collectif Être Bondy étaient présents, parce qu'effectivement on a une actualité où des commerçantes et des commerçants, les derniers jours, ont reçu des courriers, notamment du bailleur, avec une forme d'incompréhension, des remises en cause, et surtout, moi j'avais eu de nombreux échanges avec eux les dernières semaines, où il y a deux choses qui ont aussi provoqué une baisse drastique de leur activité. C'est que le maire, du jour au lendemain, il nous a sorti le stationnement payant. Donc qui a impacté toute la ville, qui est un des sujets les plus criants dans la ville, comme ça, sans être pensé. Du jour au lendemain, on a appris. Donc il a passé un contrat avec un prestataire, mis des parcs-mètres, rendu des places payantes. Stéphane Hervé, le maire actuel de droite, nous défend dans une de ses mesures, dans sa campagne électorale, qu'il n'a pas augmenté les impôts. Directement, il n'a pas augmenté la taxe foncière, sauf qu'il y a eu des impôts déguisés, et ça en fait partie. Plus d'1 million d'euros récupérés à travers les amendes en un peu plus d'1 an.
directement. Et donc sur cette place, on a la chance d'avoir des places de parking. Et en fait, on a des vélos, plein de mobilités différentes. C'est une belle place qui n'est plus du tout animée, à part par quelques associations de temps en temps, et heureusement qu'ils sont là. Et donc pour nous, demain, cette place, comme le maire actuel a avant tout les yeux sur la gare de Bondy et demain ce qu'elle va devenir, on est dans une ville assez spécifique, on n'a pas réellement de centre-ville à Bondy. Ça a été mal pensé. On a un centre-ville avec la mairie, mais il n'y a pas même la place, a été bétonisée par l'ancienne mandature socialiste. Elle a été très mal pensée, ce qui fait qu'aujourd'hui, le maire de droite actuel pense à la gare demain. Mais cette place, c'est une place vivante qui a été complètement abandonnée. Donc pour nous, se pense déjà la question de la réhabilitation des logements, parce que c'est une place autour de ces logements-là, et c'est-à-dire un investissement qu'on doit avoir pour faire en sorte que ce soit demain dans les futures attributions de locaux commerciaux, qui est plus qu'un gros sujet sur la ville, d'avoir une activité différente avec des commerçants et des commerçantes. Il y a beaucoup de manquements dans la ville. De penser demain ce projet avec les commerçantes et les commerçants et les habitants du quartier. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaite pour la ville. Mais en attendant, en arrivant immédiatement, nous, on va faire en sorte qu'il y ait de l'activité, donc à travers nos associations. On est en train aussi peut-être penser à un marché directement sur place, parce que cette place doit revivre. Et évidemment, sur cette zone-là de stationnement, je mettrai fin au stationnement payant, parce que ça n'a pas de sens. On a plein, par exemple, on a des boutiques de vêtements, pour des cadeaux personnalisés, on a de la coiffure pour femmes, c'est-à-dire, voilà, on arrive et ça permet de passer un bon moment. Bien sûr. Ça passe 5-10 minutes. Alors que là, pour les habitants qui vivent ici, ils doivent payer une amende pour stationner devant chez eux. C'est ça, en fait, la conséquence concrète. Où ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus. Où ils ne viennent plus. Parce que certains sont venus, et c'est-à-dire, on passe 5 minutes de plus, il y a une voiture qui circule dans la ville, qui met des amendes à tout le monde. Et ce qui, aujourd'hui, ça fait vraiment mal au cœur de voir cette place. Parce que c'est une belle place qui pourrait être... donc elle va être repensée, réhabilitée, mais c'est un projet qu'on va penser avec les habitants qui est enfin, sur cette fameuse place Neuberger, il y a quelque chose qui se déroule et qu'elle soit animée demain et avec des nouveaux commerçants, avec toutes les demandes qu'on a. On a la chance d'avoir... et on a beaucoup de locaux aujourd'hui qui sont fermés. Voilà. Et dans les causeries, ou même dans la campagne de façon générale, il y a eu des témoignages d'habitants qui vous ont parlé spécifiquement du fait de devoir payer un impôt privé, une forme de raquette de ce stationnement. Évidemment. C'est combien le montant moyen qui est payé pour... Ça dépend, mais ça va jusqu'à 130 €. Mais le problème, c'est pas de se prendre une amende, c'est quand tu t'en prends des fois 2 dans la même journée. Les habitants de Bondy, sur certaines rues pensées, sur certains autour de la gare de Bondy, sur certains endroits, c'est pensé avec aussi un aspect préférentiel par les habitants des habitants. Là, ils commencent à mettre des formes de catégories, mais ça a été... Et du jour au lendemain, il l'a imposé. Un besoin immédiat d'aller chercher de l'argent. Donc il y a une incompréhension totale. Et surtout l'impact, c'est que les gens se sont pris des amendes successives. Et les gens ne peuvent plus. Mais c'est parce que dans nos villes ont été très très mal pensées sur cet aspect-là. Il y a une question des mobilités, c'est une question de stationnement. Et c'est-à-dire, nous, demain, face à ça, c'est pas juste de réduire aujourd'hui toutes les places payantes. Etc. Le sujet ne sera pas abordé que là. On a la chance d'avoir le canal de l'Our, donc c'est-à-dire de penser pour que les personnes qui prennent le vélo, leur trottinette, etc., qu'on puisse faire en sorte que ce soit sécurisé et éclairé. Troisième chose, nous, on veut aussi au maximum, devant toutes nos écoles, au maximum, quand c'est possible, de faire en sorte qu'on a des espaces sans voiture, ce qui peut permettre aussi aux plus jeunes d'avoir que les parents à 200 mètres de l'école puissent laisser leurs enfants, si c'est sécurisé, qu'ils puissent aussi avoir une pratique du vélo et de penser demain, par exemple là, actuellement on a une réhabilitation sur la Suzanne Buisson, en du Nord, à la place du marché, où il y a eu une concertation, on va dire, si on peut l'appeler comme ça, qui s'est très très mal passée parce que les revendications des habitants n'ont pas été entendues, et notamment, il y avait un nombre de places avant cette réhabilitation, il y en aura encore moins demain. Il n'y a pas de création de places de parking. Parce que la plupart de nos bâtiments à Bondy sont construits dans les années 50, 60, 70. Et évidemment, à ce moment-là, le rapport à la voiture n'était pas le même. Les gens avaient une voiture, on n'en avait pas. Aujourd'hui, on est sur on a 2 voitures, voire 3. Et c'est-à-dire, on voit même l'état des box, c'est-à-dire des bâtiments des années 60-70. Il y a très peu de personnes qui utilisent aujourd'hui leur box pour mettre leur voiture. Alors que les besoins, ils augmentent. Exactement. Et c'est un sujet. Et comme moi, je ne regarde pas les habitantes et les habitants en leur disant je vais régler le problème du stationnement dans la mandature. Il y a des situations qu'on va apaiser,
il y aura, et surtout demain, toutes les réhabilitations, tout ce qui va être pensé sur des sujets un peu structurels, va être pensé sur cette question-là. On a des nouveaux logements au Canal de l'Auge, je t'ai dit tout à l'heure, Sylvain. Par exemple, c'est pas un logement, une place de parking. Sur un bâtiment, il y a 62 logements, il y avait 30 places. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que même dans les nouvelles constructions, ça provoque. Le maire nous a sorti, le jour du forum des associations, la journée sans voiture. C'est une grande mesure environnementale de la mandature. C'est un peu comme C'est la chasse aux récent. pauvres avec les ZFE finalement. C'est une forme d'exclusion de ceux qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Que moi je me suis exprimé. Actuellement, la ZFE, comment elle est pensée, comment elle est, moi je suis contre. À terme, elle doit être pensée sur la situation du réel, des habitantes et des habitants. On ne peut pas aujourd'hui mettre des critères. Ça a été fait, en plus pensé par la métropole du Grand Paris, tout ça pensé de là-haut encore une fois. Et donc on a aussi nos élus nationaux qui sont battus, il y a aussi une campagne à travers la France sur ces questions-là, et de dire que nous sommes demain pour une ZFE, mais sociale en fait, pensée, avec la réalité aujourd'hui des habitants. Et puis LFI, la France Insoumise a été le seul mouvement en 2019 à s'opposer aux ZFE quand le RN s'abstenait dans la loi qui les a installés, ces ZFE. Totalement. Et donc, c'est des vrais sujets aujourd'hui de notre époque, et que nos communes doivent être aussi des lieux où on doit traiter ces questions-là. Évidemment, toujours corrélées au département, à la région, à l'agglo, à l'État, au gouvernement. Enfin, tout ça est toujours... Il faut prendre en compte que ces questions sont des questions structurelles. La ville peut. Moi, je ne suis pas Stéphane Hervé en disant la question du logement, c'est pas le mien. C'est pas vrai. En plus, c'est pas vrai, parce qu'il baisse le nombre de logements sociaux. Il provoque des choses. Voilà. Et là, on le voit dans son programme aussi municipal. Première mesure, doublement des effectifs de la police municipale. Deuxième, défense des zones pavillonnaires. Tout ça, une caricature. Oui, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, finalement. Totalement. Parce que la question de la sécurité est une question trop sérieuse. La question aujourd'hui de l'urbanisme et de l'impact de la ligne 15 et de l'augmentation du prix du foncier, en fait, c'est tomber dans des caricatures comme ça, avec dans des grandes phrases, avec des mots-clés un peu de la droite, quoi. Et donc voilà, nous face à ça, on a aussi... Et puis vous êtes la seule liste à faire l'articulation avec le niveau national, où en 2027, grâce à un pouvoir insoumis, il y aura une démultiplication des moyens possibles pour des communes comme Bondy, avec des compétences qui vont revenir dans le champ de la municipalité, avec la DGF qui va être revue à la hausse. Enfin bref, plein de choses que les autres ne disent pas, parce qu'ils sont comptables pour les socialistes du budget qui a été passé récemment avec les macronistes, pour les LR n'en parlons pas. Donc c'est aussi un élément de distinction que vous avez, quoi. Totalement, par exemple. Dans les comptes l'année dernière, on voit dans les comptes de la ville, il y a plus de 6 millions d'euros d'engagés. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Il y a 6 millions d'euros là comme ça. Mais nous, quand on a des échanges avec les habitants des habitants, on a un discours du réel. C'est-à-dire aujourd'hui, les communes souffrent terriblement. Et c'est comme les bailleurs sociaux à travers la RLS. En fait, il y a un impact directement des mesures des gouvernements successifs depuis des années et des années. Et le premier d'ailleurs, c'était François Hollande qui a notamment de mettre les comptes, de les rendre, comment ils appelaient ça ? Le premier, c'est qui a intervenu sur cette question-là. Moi, je vais me retrouver, mais il y a eu un impact depuis notamment la mandature d'Hollande, qui s'est successivement, on a attaqué les communes, on a enlevé des compétences qu'on a données à l'agglo, mais surtout on a enlevé des moyens drastiques. C'est-à-dire la loi NOTRe. Le programme qu'on propose, comme je t'ai dit tout à l'heure, Sylvain, il est budgété mesure par mesure, et on a fait quelque chose qui ne se fait pas dans un programme. La programmation pluriannuelle, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Mais aussi, surtout, il y a des choses, on a des zones d'ombre, en fait, parce qu'on ne sait pas. Il va falloir lutter. Moi, je ne sais pas, la dotation pour les collectivités, elle sera dans 1 an, dans 2 ans, à quel point ? Si dans 1 an, les fascistes prennent le pouvoir en France, tout ça va avoir un impact. C'est pour ça que nous, on parle aussi de ville-rempart. Et dans la liste, on a aussi des personnes qui incarnent, c'est-à-dire cette corrélation nationale, locale. Par exemple, une de mes colistières, j'ai le bonheur et l'honneur d'avoir Nadège Abou-Mongolie, qui mène un travail drastique sur la question du service public, mais notamment, par exemple, sur les AESH. Nadège, depuis le premier jour de son mandat, avec le mouvement de la France Insoumise, les communistes, défendent un vrai statut pour les AESH. Les AESH, c'est pas directement la commune. Mais demain, si on vote pour la liste Être Bondy, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, ils seront devant l'école à lutter. C'est ça, déjà il y a la garantie d'avoir des députés insoumis de combat qui sont là. Il n'y a pas de promesse individuelle, il n'y a pas de fausses promesses dans un programme, de notre côté. Nous, on leur dit juste, vous aurez demain des élus de combat. Et
toute façon, les habitants et les habitants, quand vont découvrir la liste, vont bien comprendre. Parce que c'est avant tout des syndicalistes, c'est avant tout des personnes qui luttent au quotidien, qui font beaucoup de solidarité concrète dans l'ombre. Voilà, des gens qui font pas de bruit, qui au quotidien essayent de rendre ce monde moins dégueulasse, qui se battent, qui aussi, tout le monde est une forme d'impuissance face à cette situation terrible. Donc pour nous, jamais, parce que... Et par contre, c'est le discours en face qu'on entend, que ce soit du côté socialiste ou de la droite. Il y a une forme de dépolitisation totale de la campagne. Non, ça c'est des questions nationales, c'est pas le local. Pour essayer de conserver finalement leur baronnie locale, leur petit pouvoir, leurs affaires, leur réseau. Je n'appelle pas les habitantes et les habitants à voter pour la liste Être Bondy et me mettre aux Gunner pour être un bon gestionnaire à terme de la mandature. Non. La ville se transforme et nous, on revendique la dignité des habitantes et des habitants, le droit à la ville, une politique féministe qui va être abordée, une politique antiraciste, et c'est-à-dire de faire en sorte que les gens puissent rester dans leur propre ville. Et tu parlais de ville-rempart il y a un instant. On est dans un contexte, on le voit tous, hein, où il y a des cabales successives qui tentent de diaboliser LFI pour détruire ce mouvement et l'alternative qu'il incarne face au système dominant. Et face à ces cabales médiatico-politiques soutenues par ailleurs par le PS et Europe Écologie Les Verts via les déclarations de leurs dirigeants, il y a une forme de résistance et d'afflux massif de nouvelles personnes qui rejoignent LFI, qui font corps avec le mouvement. On parle de 2500 personnes qui ont rejoint LFI dans les dernières semaines suite aux attaques à initiative de l'extrême droite. Est-ce que à Bondy, comme dans d'autres villes en France, tu vois aussi sur le terrain, dans la porte-à-porte ou même dans le collectif, des personnes qui rejoignent la campagne, ta campagne, pour envoyer un signal antifasciste et antiraciste aux élections? C'est ce que cette campagne est aussi un grand moment pour nous, parce qu'il y a vraiment des nouvelles personnes qui nous ont rejoints, qui ont un engagement associatif, etc. Et de faire campagne, c'est-à-dire pour une première fois de faire campagne, sur un côté un peu aussi partisan. Et il y a plein de gens qui sont dégoûtés de la politique. Mais du fait de ces raisons-là, parce qu'on essaye... parce qu'on se moque à ce point d'eux, sur les derniers événements, et à quel point notre mouvement est attaqué, notamment Jean-Luc Mélenchon, on fait tout, c'est-à-dire pour l'éliminer du jeu, avec des méthodes lamentables. Tout à l'heure, j'attendais mon RER pour venir ici, je passais, il y avait des journaux, c'est quand même une sur deux, voilà, tout ça. Mais ça provoque pas ce que ces grands médias, tenus notamment par l'extrême droite, souhaitent, par la droite, par l'extrême droite, et des fois aussi des gens qui se revendiquent, voilà, notre camp politique. C'est vraiment dommageable de voir certains élus nationaux socialistes, même chez les Verts. Enfin, je pense qu'on n'est pas face au niveau où on doit être dans la période. Et comme ça a été dit à Lyon il y a quelques jours de ça, en fait, il y a deux côtés dans une barricade. Voilà. Et en fait, la période post-fasciste, et c'est-à-dire que nous, on parle de Ville-Rempart, effectivement, cette période-là aussi de ce qui se passe nationalement, il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints. Beaucoup de mamans et des jeunes, c'est pas anodin, encore une fois. Parce que les gens ne peuvent plus. En fait, ils ouvrent leur télé, ils regardent les journaux, les gens ne peuvent plus de cette ambiance. Et c'est surtout, Bondy, aussi une ville qui a connu l'extrême droite. Dans les années 80, on avait des skinheads dans la ville. On a aussi une histoire de lutte contre l'extrême droite, de l'extrême droite à Bondy, où c'est des prises de parole de certains élus aujourd'hui, de la majorité municipale, où voilà, le maire est très très discret sur ces questions-là. Il y a pas... Et donc, on sait très bien que du fait de toutes les lois d'exception qui ont été votées les dernières années, si dans un an, à la présidentielle, les fascistes prennent le pouvoir, d'une manière constitutionnelle, sur la question du droit, disons que c'est prêt. Et ça, on n'a pas entendu d'avoir Bardella ou Le Pen à la tête du pays. Tout ça est prêt. Et donc, dans une ambiance dégueulasse où ils font peur aux gens. Moi, je pense que leur stratégie est très mauvaise parce que ça va provoquer autre chose. Déjà sur la participation le 15 et 22 mars, mais surtout dans un an, à la présidentielle. Nous, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ville-rempart. C'est-à-dire en dehors de penser la ville de demain, pour Bondy, etc., de notre projet. Déjà, de faire un comité de soutien exclusivement composé de résidents étrangers, c'est un choix qu'on a fait. Et c'est avec des échanges que j'avais avec Sylvie, avec Garland, Sonia, d'autres copains, copines du comité de soutien actuel, on a eu des échanges.
Et moi, par exemple, mes parents ne peuvent pas voter le 15 mars. Ils auraient bien voulu. Hein. Tout ça ne vient pas de nulle part. Ne vient pas de nulle part. Donc, on sait ce que c'est. Et on sait ce que c'est l'impact du racisme dans nos villes. On sait ce que c'est d'être concerné. L'islamophobie dégueulasse et qui impacte partout dans la société. On a eu ce cas-là dans un club à Bondy, dans le foot. Notamment notre équipe féminine a été touchée. C'est ça, et qui aboutit à des violences, à des menaces de Totalement. mort, même qui se concrétisent. On pense aux 12 personnes Totalement. assassinées par Et l'extrême aussi, droite. voilà, du racisme ordinaire tous les jours. Ouais. Et voilà à quel point c'est dans ce contexte-là que grandissent nos enfants, les plus jeunes. Et pour moi, le rôle demain d'une commune, elle est pas, mais quand on parle de Ville-Rempart, elle l'est. C'est-à-dire de créer un observatoire contre le racisme, c'est-à-dire n'importe quel agent et agent de n'importe quel service, on voit un comportement, voilà, cet observatoire sera là. C'est des questions qu'on ne laissera pas passer. Mais aussi, par exemple, on a aussi de nombreux témoignages sur la police municipale actuelle que nous a créé Stéphane Hervé. Il a fait toute sa campagne en 2020. Vous allez voir, je vais vous ramener la police municipale armée qui va vous régler tous les problèmes. Moi, j'aimerais bien savoir, au bout de 6 ans, quels Bondinoises et Bondinois se sentent plus en sécurité. Donc, face à ça, on a aussi, depuis des mois et des mois, des témoignages anonymes, moi, des jeunes qui viennent me voir notamment, qui parlent de tutoiement de certains agents, qui parlent de propos dégueulasses qu'un agent de la police municipale ne doit pas tenir. Et on ne parle pas de rumeurs là qui circulent. Donc c'est des questions, on le voit, il y a une tendance aujourd'hui, on le voit, ce qui se passe à Aulnay-sous-Bois avec le maire de droite Bruno Béchiza, on le voit à Saint-Denis avec le maire dit socialiste Mathieu Hanotin, on voit ces comportements-là. Qui sont encouragés par... Totalement. Et c'est-à-dire, nous, une de nos causeries, on l'a fait sur ces questions-là, on a parlé de vulnérabilité, de tranquillité publique, et cette question-là a été abordée, de comment demain, nous, on va garder une police municipale dans la ville. Elle ne sera pas armée. Mais d'où le lien aussi, encore une fois, avec le national, avec Mais totalement. la réforme nécessaire de la cave au grenier, de Totalement. toute la police Totalement. nationale. Et en fait, aujourd'hui, ça a provoqué ça, c'est-à-dire toutes ces villes, notamment de droite, qui nous créent des polices municipales surarmées, dans des rôles qui ne devraient pas être les leurs, parce que nous, on croit à la police municipale, dans un lien de proximité totale, qui se complète avec, nous, on a annoncé la création de 10 médiateurs dans la ville, 4 référents de nuit, entre 22h et 5h du matin, des maisons de quartier qui vont être ouvertes jusqu'à minuit, un plan lumière dans la ville aussi, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet avec l'explosion des prix de l'énergie. Voilà, on a plein de... Et notamment pour pouvoir circuler dans l'espace public, et notamment pour les femmes. Donc nous, et surtout par exemple, de désarmer la police municipale à Bondy, ça permet de financer les 450 000 euros qu'il faut pour recruter les 10 médiateurs par an. Donc voilà, on sera. C'est ça, donc, privilégier la présence humaine, et c'est aussi les l'échange. éducateurs de rue. Tout ça se complète. On ne réglera pas. Et c'est surtout de demander ce qu'on fait nos députés, depuis qu'elles sont élus, depuis 2022, de demander la réhabilitation totale du commissariat de Bondy, de demander plus de moyens, parce que c'est dans la mandature de Nicolas Sarkozy, président de droite, du parti historique de Stéphane Hervé, qui ont été supprimés 12 000 forces de police. Oui, et les mêmes aujourd'hui. On a l'impact qui est direct. Oui. L'impact, il est direct. Parce qu'en plus, quand on crée une police municipale comme ça, armée, un centre de supervision avec la moitié des caméras qui ne fonctionnent pas, enfin, ça provoque aussi qu'on a moins de police nationale et que c'est des sujets régaliens, en fait, de lutte contre le deal, de lutte sur des gros sujets. Mais une police municipale a un vrai sens dans une ville. Moi, je ne suis pas opposé, mais sauf qu'elle doit avoir un rôle qui est complètement autre. En fait, elle doit être... demain, les policiers et policières de la police municipale qu'on aura, nous, à Bondy, elle connaîtra les noms des habitantes et des habitants. Il y a un rôle de prévention, il y a un rôle de proximité qui n'est pas du tout. Moi, et surtout, je ne mettrai aucun agent de la police en danger. Ce n'est pas aux agents de la police municipale d'aller gérer des gros sujets, ce n'est pas leur rôle. Et je ne mettrai aucun agent en danger. Mehmet, on arrive vers la fin de l'entretien, mais j'ai encore une question à te poser. C'est par rapport à une proposition que tu portes, celle de créer les maisons des mémoires populaires. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Dans notre programme, on annonce la création d'une maison populaire qui va être faite, c'est-à-dire elle aura un sens où c'est de raconter un peu l'histoire de la ville, mais qui n'est pas racontée, en lien avec une université, sûrement Paris 8, on est en train de regarder. L'idée, c'est de créer un espace d'éducation populaire où on va raconter l'histoire des HLM de Bondy, comment la ville s'est construite. Ça va permettre de parler toutes les immigrations qui sont arrivées à Bondy et avant tout l'histoire ouvrière de cette ville. Tout ça, avant tout, dans un rôle de transmission et de raconter cette histoire aux gosses de cette ville.
parce que la plupart d'entre eux, leurs parents ont trimé pour en arriver et font tout pour eux, c'est-à-dire au quotidien. Et nous, on veut que, à travers des vernissages, à travers des prises de parole, des ciné-débats, à travers plein de modèles, de raconter en fait que les nôtres étaient avant dans des bidonvilles à Nanterre, par exemple, et que dans les années 60-70, d'avoir un HLM, les gens voyaient ça comme une très grande chance. Aujourd'hui, d'autres questions sont posées, on en a parlé, Sylvain, durant cette interview. Il y a des vrais enjeux pour le logement. Et donc, c'est de raconter d'où vient cette histoire, comment on a créé, d'où est arrivé tous ces grands ensembles, d'où est arrivé aussi tous les commerces, parce qu'historiquement, on a eu un Monoprix qui a été inauguré, et par exemple, on est dans une ville comme Bondy, le Darty a été inauguré par Pelé. Il y a Pelé qui est venu à Bondy inaugurer les années 60. Ouais, donc c'est avoir finalement une photographie de la mémoire collective de la ville. Parce que la ville de demain, elle se construit pas sans avoir de regarder, pas dans le rétro, mais de regarder cette histoire comme elle a été. C'est-à-dire une histoire populaire, une histoire ouvrière. Et antifasciste, comme tu l'as dit, avec le fait que la ville a été nettoyée des fascistes skinheads qui pullulaient années 80. Totalement. Et aussi, on a eu des années malheureuses aussi dans les années 80-90, voilà, notamment de l'impact de la drogue dure et tout dans nos villes. Voilà, aussi une génération qui a été aussi impactée par ça, des grandes peurs qu'il y a eu, et où aujourd'hui on a des nouveaux enjeux de prévention, d'aborder ces questions-là sans aucun tabou, notamment pour nos plus jeunes, de l'impact de tout ça, à travers la Maison des Morts Populaires, c'est de créer un espace d'éducation populaire où on va demander aux habitantes et aux habitants, à chacun de nous, de venir raconter cette histoire longue en fait de nos villes. Et nous, on y croit, moi j'y crois énormément à la commune, et au rôle de la commune, et surtout c'est l'histoire de France, et être un bastion de résistance, et aussi face à en ce moment une situation qui s'aggrave, où on voit une période post-fasciste, c'est concrètement ce que ça veut dire, des paroles qui sortent. Et donc Bondy demain sera, en dehors d'être une ville insoumise, elle le sera, mais d'être une ville rempart, antifasciste, féministe, qui défend avant tout l'ensemble de la population, une partie qui est complètement balayée. Donc voilà, c'est ça qu'on invite les habitantes et les habitants de Bondy le 15 mars à se déplacer massivement pour voter pour la liste Être Bondy. J'allais te demander si tu avais un dernier mot, mais je crois que tu as fait une magnifique conclusion. Donc merci beaucoup Mehmet pour cet entretien. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Et abonnez-vous au réseau de l'Insoumission, notre site, Twitter, Instagram, TikTok et Facebook. Merci à tous.